Les coupures d'électricité et de pénurie d'eau risquent encore de s'intensifier, selon les économistes, étant donné les événements actuels et les difficultés financières rencontrées par la société Jirama. Les démarches administratives pour la constitution du dossier de candidature aux élections législatives ont été entravées pour de nombreux candidats indépendants et de l'opposition. À cela s'ajoutent des menaces, des arrestations et d'autres formes d'intimidation visant à les exclure de la course législative. Dans l'actualité internationale, les recherches se poursuivaient lundi au large du Mozambique pour retrouver des passagers après la mort d'au moins 98 personnes dans le naufrage d'un bateau de pêche surchargé sur lequel de nombreuses familles paniquées s'étaient précipitées après des rumeurs sur une épidémie de choléra. Les coupures d'électricité et de pénurie d'eau risquent encore de s'intensifier, selon les économistes, étant donné les événements actuels et les difficultés financières rencontrées par la société Jirama. Le déficit budgétaire de la Jirama se fait sentir de manière flagrante. Actuellement, la demande de compteurs traîne à être traitée. De plus, les fournisseurs de la Jirama ont déjà exprimé leur mécontentement face au non-paiement de leurs factures. En outre, l'approvisionnement en carburant n'est pas suffisant, ce qui entraîne d'importantes coupures d'électricité dans tout le pays. Ne soyons pas surpris, car très bientôt, il y aura forcément un appel des dirigeants pour le redressement de ce déficit budgétaire de la Jirama. Des troubles et plus de dégâts est à craindre au sein de cette société publique, étant donné sa situation interne actuelle. Selon les observations. De plus, l'absence de réponse à la demande du syndicat visant à nommer instamment un nouveau directeur général pour la société aggrave la situation. En 2 ans, la Jirama n'a pas eu de directeur général à cause de la lenteur de la prise de décision politique. À un moment donné, un cabinet de recrutement avait été mandaté et des projets avaient été lancés pour trouver un nouveau DG. Mais ils sont restés sans suite. Pourtant, dans une entreprise de cette envergure, le rôle d'un directeur général est crucial. Il n'est donc pas surprenant qu'une entreprise aussi importante, son leader, continue de rencontrer des difficultés. Le fait que le syndicat réclame la nomination immédiate d'un directeur général souligne qu'il y a des besoins palpables qui en découlent ressentis par les agents, eux qui voient la situation de l'intérieur. La corruption généralisée qui sévit au sein de la Jirama doit être éradiquée, sinon l'entreprise ne pourra jamais se redresser. La non-nomination d'un nouveau directeur général de la Jirama par le gouvernement suscite de nombreuses questions et inquiétudes parmi les observateurs. Des calculs politiques sont-ils à l'œuvre derrière cette apathie ou quelconque intérêt à protéger? Les agents de la Jirama réclament cette nomination depuis des années, mais la réponse du gouvernement est à l'image du développement de Madagascar, lente et en retard. Faute de politique claire pour l'approvisionnement en eau à Madagascar, depuis son premier mandat jusqu'à son deuxième, le régime actuel ne propose que des solutions à court terme pour résoudre les pénuries d'eau actuelles. C'est ce qu'ont affirmé aujourd'hui les analystes politiques. Au cours des 5 dernières années, il n'y a pas eu de politique claire concernant la distribution d'eau dans les villes de Madagascar. La pénurie d'eau ne touche pas seulement Antananarivo, mais également des villes telles que Fianarantsoa, Antsaro ou Manzang. Si une politique adéquate avait été mise en place, le gouvernement aurait pu entreprendre des améliorations significatives au cours des 5 prochaines années. Cependant, ce que fait actuellement le ministère de l'eau est de proposer des solutions à court terme de gestion d'urgence. La plupart des députés de l'Assemblée nationale ont passé leur temps à poursuivre leurs propres intérêts et à approuver des lois sans réelle réflexion, plutôt que de jouer véritablement leur rôle de garde-fou et de surveillant de l'exécutif. Ce dernier en a profité pour agir à sa guise, contribuant ainsi aux profondes difficultés actuelles du peuple.
Selon les analystes, avec ce régime en place, il y a peu d'espoir de redressement pour la société Jirama. La situation de la société publique Jirama est profondément préoccupante car elle a été dirigée par des directeurs intérimaires pendant une période prolongée, ce qui a entraîné des problèmes au sein de l'entreprise. Pourquoi? La Jirama est une entreprise stratégique pour Madagascar car elle assure la distribution d'énergie et d'eau, des services essentiels pour la qualité de vie des Malgaches. L'administration et la gestion de la Jirama ne doivent pas être prises à la légère car la dégradation de cette entreprise pourrait avoir des conséquences pour la qualité de vie de la population. Le gouvernement actuel n'a pas de solution durable pour redresser cette situation et se contente d'attendre des subventions et de réparer les équipements endommagés. Rappelons que face aux pénuries d'eau et les différentes manifestations qui en ont résulté, la solution proposée par le régime actuel est d'augmenter le nombre de bonbonnes d'eau. Il s'agit d'une mesure déjà proposée depuis 2021 par le régime, mais qui n'a pas été accompagnée par la mise en place d'une politique durable. Cette lacune a contribué au recul croissant de la Jirama au cours des 3 dernières années. Les démarches administratives pour la constitution du dossier de candidature aux élections législatives ont été rendues difficiles et entravées pour de nombreux candidats. Par exemple, la délivrance du certificat de régularité fiscale a été entravée, voire jamais remise, à plusieurs candidats à travers l'île. Parmi les victimes de cette situation figure Narson Rafidmanan, candidat dans le district Tanfouti. Aujourd'hui, ce candidat a déposé une plainte à ce sujet auprès de la CENI à l'Arbi, en compagnie des membres de la plateforme Firesakin et de son avocat. Selon les observateurs, il s'agit manifestement d'une pratique visant à maintenir la majorité à l'Assemblée nationale à tout prix, témoignant ainsi des craintes du régime actuel et de son désir de consolider son pouvoir. La plainte déposée concerne le refus du centre fiscal de Tuamasin de délivrer les documents nécessaires, malgré le fait que le candidat remplisse toutes les conditions requises et que tous les dossiers soient complets. La loi est claire à ce sujet. Si un candidat remplit les conditions et a un dossier complet, le centre fiscal doit fournir son certificat de régularité fiscale. Cependant, dans ce cas précis, même si notre candidat avait rempli toutes les conditions et que tous les documents sont complets, et malgré la présence de sa carte fiscale NIF, prouvant qu'il a payé tous ses impôts, le centre fiscal de Tuamasin refuse toujours de délivrer le certificat de régularité fiscale. En outre, suite à l'attestation de refus émise par l'OVEC ce matin, conformément à la loi, nous sommes obligés de porter plainte auprès de la CENI afin qu'elle prenne des mesures concernant cette affaire. Selon la plateforme Firesakin, les dirigeants actuels devraient faire preuve de respect envers la loi et accepter la démocratie. Les obstacles qu'ils ont semés ne pourront pas freiner la volonté de prendre ses responsabilités pour le pays. De nombreux candidats ont fait l'expérience de cette situation, alors qu'ils ont déjà investi du temps et des efforts considérables pour préparer leur dossier de candidature. Bien que la caution soit déjà très élevée, nous sommes prêts à la supporter. Mais il est crucial que la loi soit respectée. Il est manifeste que des efforts sont actuellement déployés pour bloquer véritablement l'opposition. En plus des obstacles administratifs, certains candidats indépendants et de l'opposition ont également été confrontés à des menaces directes et indirectes, à des arrestations et à d'autres formes d'intimidation visant à les exclure de la course législative. Selon le calendrier de ce processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante publiera sa décision sur les candidatures le 12 avril, après celle de l'OVEC. Les candidats auront ensuite un délai de 48 heures s'ils ne sont pas satisfaits de la décision de la CENI pour faire appel devant la Haute Cour constitutionnelle. Cette dernière publiera sa décision concernant les doléances des candidats le 15 avril et le jour suivant, la CENI publiera la liste officielle des candidats. Le tirage au sort des numéros de candidats sur les bulletins de vote unique se déroulera le 17 avril dans chaque district.
Les organisations de la société civile appellent les autorités compétentes à veiller au respect strict de la loi tout au long du processus électoral à venir, afin de prévenir tout cas flagrant de partialité de la part des fonctionnaires, comme cela a été observé lors de la dernière élection présidentielle. L'implication évidente de ces fonctionnaires dans la campagne électorale constitue une violation manifeste de la loi. Malgré les dénonciations des observateurs électoraux, la Commission électorale nationale indépendante a choisi de les ignorer. Nous appelons également les autorités compétentes à faire respecter pleinement la loi et à empêcher les fonctionnaires et les responsables de l'État de participer à la campagne électorale, car cela est formellement interdit par la loi. Lors d'une rencontre avec les organisations de la société civile, la CENI a affirmé ne pas avoir remarqué ces cas d'implication de fonctionnaires lors de l'élection présidentielle, bien que tous les observateurs électoraux aient soulevé ce point et aient même relevé les noms des personnes impliquées. Nous insistons sur la nécessité de faire appliquer la loi, car à quoi servirait-elle si elle n'était pas mise en œuvre? Ou bien est-ce qu'il y aurait des catégories de personnes auxquelles elle s'appliquerait et d'autres non? Au cours de ces derniers mois, la Haute Cour constitutionnelle a rendu 3 décisions anticonstitutionnelles. Tout d'abord, elle a validé la candidature à la présidentielle d'Anjadouel alors que ce dernier n'a plus la nationalité malgache. Ensuite, au sein du Sénat, elle a destitué Herman Larazaf Maïf après que ce dernier ait été accusé de sénilité. Enfin, elle a prononcé la déchéance de la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamassou. Ces 3 cas, parmi d'autres, représentent tous une violation directe des dispositions de la Constitution que la HCC est censée défendre. En renversant les chefs de 2 institutions qui agissaient conformément à la loi, la HCC a suscité des préoccupations quant à ces pratiques. De plus, en installant un ressortissant étranger à la présidence de Madagascar, elle a soulevé des questions sérieuses quant à son respect des principes constitutionnels et de la souveraineté nationale. C'est pourquoi les organisations de la société civile encouragent vivement cette institution à reconsidérer ses actions. Il serait également judicieux d'établir un processus de sélection pour les candidats aux élections législatives afin que les électeurs puissent choisir parmi des candidats dotés de compétences spécifiques. Le rôle d'un député consiste à élaborer des lois, ce qui nécessite une compréhension approfondie des enjeux et une capacité à anticiper les impacts potentiels de ces lois. Légiférer est l'une des fonctions les plus élevées, car la loi constitue le fondement d'une société. C'est pourquoi il est essentiel d'être attentif à la sélection des personnes occupant ces postes législatifs. La décision et l'élaboration de lois sont des processus complexes qui exigent des capacités de réflexion approfondies et d'anticipation des implications potentielles. Il est primordial de se poser des questions telles que quel sera l'impact de cette loi? Est-ce qu'elle correspond aux valeurs et aux normes de la société ainsi qu'aux standards internationaux? Ces responsables exigent des compétences spécifiques et on ne devrait pas tolérer le fait qu'une personne n'ayant pas ces compétences accède à ces postes. Selon les explications, les Malgaches doivent faire preuve de discernement pour sélectionner des députés intègres et capables de représenter leurs intérêts et ne pas se laisser influencer par des donations et des cadeaux distribués pendant la campagne électorale. Le général Rakotomanga Midzour n'est plus. Il s'est éteint le 5 avril dernier à l'âge de 87 ans. Sortant de l'école militaire de Saint-Cyr et de l'école des officiers de la gendarmerie de Melun, le général Rakotomanga Midzour a été commandant de la gendarmerie nationale, inspecteur général de la gendarmerie nationale de 1972 à 1991 et chef de l'état-major du Premier ministre sous la Troisième République de 1992 à 1993. Témoin de l'histoire du pays sous les 3 républiques, il apporte dans son livre intitulé « Forces armées malgaches, entre devoir et pouvoir », paru aux éditions L'Harmattan en 1998, un éclairage sur le rôle des militaires, sur le patriotisme d'une armée citoyenne, sur le rapport interarmes, sur la gestion de la sécurité et la coopération régionale et internationale.
À la lumière des événements qui ont secoué le pays, le général Rakut Magamzour a tenté de dégager des pistes de réflexion sur le rôle de ces forces armées en quête d'elles-mêmes depuis mai 1972. Le général Rakut Magamzour sera inhumé au cimetière familial d'Anossa, Douanjefan, jeudi 11 avril, après un office religieux au temple FTKM via Danana Martur. La grande famille de Koul TV-FM rend hommage à cet illustre militaire qui a marqué une époque de la vie du pays et présente ses sincères condoléances à sa famille.